Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Emmanuel Barbe. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Délégué interministériel à la sécurité routière. Alors on en parlait dans le journal depuis ce matin, les premiers radars mobiles privatisés circulent sur les routes de France, autour d'Évreux pour être précis. Je le dis si vous conduisez autour d'Évreux en ce moment. On les appelle déjà les mitraillettes à flash. Pourquoi d'abord transférer à des sociétés privées le contrôle de la vitesse sur les routes ? C'est pas une affaire de police et de gendarmerie, ça, théoriquement ? C'est-à-dire, comme vous le dites, oui, mais en réalité, ce que nous transférons, c'est uniquement la conduite de ces véhicules qui, par ailleurs, et même aujourd'hui, avec les forces de police ou de gendarmerie, sont déjà dans une activité autonome, dans le sens où le policier ou le gendarme qui conduit cette voiture ne verbalise rien du tout. C'est la voiture qui mesure sa propre vitesse, mesure la vitesse des véhicules qui la dépassent ou qui la croisent, et envoie automatiquement les PV à Rennes pour qu'ils soient pour le compte, validé par un officier de police judiciaire. Donc en fait, et le chauffeur n'est pas payé au PV. La conduite du véhicule. Le chauffeur n'est pas payé au PV, c'est important. Le contrat est extrêmement... Non, le contrat est blindé, c'est ni le chauffeur ni l'entreprise. En fait, c'est le salarié d'entreprise, payé par un forfait qui est mensuel, préfixé sur le nombre de kilomètres parcourus avec un radar allumé. Et il y a beaucoup de clauses dans le contrat qu'on a présenté ce matin qui interdisent en réalité à l'entreprise non seulement de connaître les contraventions obtenues grâce aux véhicules qu'on lui a confiés, qui restent la propriété de l'État et qui dorment dans les casernes de gendarmerie le soir. Cette entreprise ne peut en aucun cas revendiquer un surcroît de rémunération lié à la verbalisation. D'ailleurs, la verbalisation, c'est une activité judiciaire et l'entreprise n'a pas à en connaître. Donc ici, il y a un peu un fantasme qui est agité par certains qui, au nom de la défense des prérogatives de l'État, que d'ailleurs on n'a pas transféré, craignent en fait de plus pouvoir rouler à toute vitesse sur les routes. Soyons un peu clairs. Ce qui est factuel, Emmanuel Barbe, c'est que ça va vous permettre de multiplier, alors vous allez me dire c'est par 3, par 4, par 5 ou par 6, le nombre de PV dressés issus des constats de ces radars mobiles. C'est ça l'idée ? Je sais pas, vous partez d'une hypothèse qu'il est impossible de respecter les limitations de vitesse. En réalité, le vrai point, c'est que si vous respectez les limitations de vitesse, vous ne risquez rien, d'autant plus que les marges techniques de ces véhicules sont plus élevées que pour les radars fixes. Donc quelqu'un qui conduit normalement en regardant son compteur régulièrement ne risque rien de ces véhicules. En réalité, même aujourd'hui, ils flashent des excès de vitesse qui sont très significatifs. Donc on n'a aucun objectif chiffré, ça nous intéresse pas, on n'en a qu'un seul, c'est de baisser le nombre des morts et des blessés graves sur les routes. Donc pour le reste, encore une fois, pourquoi on fait ça ? C'est que d'abord aujourd'hui, ces voitures ne roulent pas assez. Elles roulent 1h30 en moyenne par jour, donc c'est pas suffisant. Mais elles ne jouent pas leur effet, si vous voulez, critique. Donc, du coup, en externalisant la conduite de ces véhicules, je répète, la conduite de ces véhicules, elles vont rouler beaucoup plus, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et dans le même temps, elles vont libérer les 2 policiers ou les 2 gendarmes qui aujourd'hui doivent les manœuvrer pour faire en sorte que ceux-ci soient rendus à des missions qui correspondent plus à leur qualification, qui est très élevée, et par exemple faire du contrôle d'alcoolémie, de stupéfiants, ou des missions de protection de la population. Donc c'est une mesure de bonne gestion des moyens de l'État, voilà. L'idée, Emmanuel Barbe, et je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière, c'est de mettre en insécurité ceux qui roulent trop vite. C'est-à-dire qu'ils n'aient jamais le sentiment d'être à l'abri d'un radar, même s'ils ont le petit logiciel qui permet théoriquement de le détecter, c'est ça ? Vous avez parfaitement compris quel est notre objectif et surtout, ces voitures existent déjà, on en possède aujourd'hui 383, mais comme elles ne tournent pas suffisamment, personne, quand il roule sur une route de campagne, par exemple, se dit qu'il peut être flashé. Donc l'idée, demain, c'est comme ces voitures vont se multiplier, qu'elles passeront partout, chacun se dira, aura toujours une hésitation au moment d'appuyer sur le champignon, de se demander s'il n'y a pas une de ces voitures qu'il va croiser ou qu'il va doubler. Donc c'est seulement ça l'objectif, qu'au début, il y ait un surcroît de recettes liées à ça, c'est une évidence, je ne vais pas le nier, ce serait ridicule. Mais ensuite, comme à chaque fois qu'on installe un système, eh bien, les Français vont baisser le pied et les choses iront très bien. Et je le répète, la marge technique... De combien estimez-vous que vous pouvez faire baisser la mortalité sur les routes grâce à cette mesure, à ces nouveaux radars mobiles privatisés, conduits par des chauffeurs privés ?
C'est assez difficile de dire cela. Il y a un lien constant entre la vitesse moyenne pratiquée sur les routes et le nombre des morts. C'est une problématique dont vous avez entendu parler en ce moment parce que c'est exactement le même raisonnement qui fonde la baisse à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central. C'est l'idée que la vitesse est toujours impliquée dans un accident et la vitesse excessive encore plus. Donc il s'agit ici de cela. Maintenant, le chiffrer, c'est difficile à dire. Le fait est qu'une grande majorité des accidents mortels ont lieu sur les routes qui vont être parcourues par ces radars, mais qui iront aussi sur les autoroutes ou les routes rapides, évidemment. Un dernier mot, puisque vous parlez des 80 km/h, des sénateurs demandent que la gestion de ces 80 km, appliquée ou pas, dépende des départements. Vous êtes hostile à cette idée ? Alors, si je peux me permettre, les sénateurs ne disent pas tout à fait ça. Ils disent qu'on devrait se réunir pour identifier les routes les plus accidentogènes. Et nous disons que c'est pas la peine de se réunir parce que l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière vient de rendre un rapport qui, sur la base de statistiques de 5 ans et sur les indications sur les natures de routes fournies par les départements eux-mêmes, nous permettent d'identifier avec certitude les routes qui sont accidentogènes, c'est-à-dire les belles routes de France, celles qui sont structurantes. Et donc c'est sur celle-là qu'il faut par priorité faire appliquer la mesure 80. Et vous voyez bien que c'est inutile d'attendre janvier et de faire des réunions puisque ce travail a été fait et qu'il montre bien au fond que les 10% d'artères principales d'un département, les routes les plus fréquentées en France en moyenne représentent 35% des morts. Et si vous ajoutez à ça 10% d'artères supplémentaires, c'est-à-dire des routes un peu moins importantes mais qui sont encore très empruntées, vous arrivez à 55% des morts. Donc vous voyez bien ici que finalement, il y a ce que fera le Premier ministre le 1er juillet correspond tout à fait à la demande des sénateurs. Et je dis ça sans aucune ironie. Ce travail des sénateurs a été sérieux. Il y a eu beaucoup d'auditions. Mais finalement, ils disent mettez la mesure sur les routes les plus accidentogènes, il faut qu'on se réunisse pour les identifier. Et nous disons, c'est déjà fait. Ce travail, il a été publié mardi. Il a été publié par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Avis aux sénateurs. Merci Emmanuel Barbe d'avoir été avec nous, délégué interministériel à la sécurité routière.